Elle est la révélation de la dernière sélection du Goncourt 2020. Elle est une militante féministe et écrivaine camerounaise, née à Maroua d'un père camerounais et d'une mère égyptienne. Notre invitée du jour est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment Les Impatientes. Djaïli Amadou Amal est notre invitée. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Oui, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci. Alors, quels sont selon vous les mots qui vous décrivent le plus? Oh, vous savez, c'est très difficile de parler de soi-même. Ce n'est pas un exercice facile. Mais je pense que s'il y a un mot, c'est peut-être la persévérance. Oui. Quand je décide de faire quelque chose, généralement, je réussis. D'accord. Vous y allez jusqu'au bout? Je vais jusqu'au bout, c'est la différence en fait. Oui. Alors, vous avez eu un passé difficile avec les hommes. Est-ce cela qui est à l'origine de votre premier roman? Je peux dire oui, tout à fait. J'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé écrire, ça c'est indéniable. Mais quand j'ai subi le mariage précoce et surtout forcé à l'âge de 17 ans, j'ai traversé évidemment des périodes très difficiles, comme on imagine, comme toute adolescente qui se retrouve confrontée à ce genre de problèmes. Oui. Et pour moi, j'ai tout simplement trouvé l'exutoire qu'il me fallait à travers la littérature, la lecture d'abord et puis ensuite l'écriture. Alors, quand on parle de votre premier livre, on parle bien de Walandé, l'art de partager un mari. Exactement, l'art de partager un mari, Walandé, qui signifie nuitée conjugale en langue peul, sorti en 2010, d'abord aux éditions Ifriqiya, ensuite aux éditions Proximité. Oui. Et bien, c'est un roman qui a eu le succès qu'il a eu. Il a obtenu le prix Prince Claus, coédité dans plusieurs pays et plusieurs traductions, mais depuis l'année dernière également inscrit au programme scolaire pour les classes de première et terminale du système anglophone. Voilà. Alors, vous avez remporté le prix du jury de la Fondation Prince de Claus à Amsterdam. Après la sortie de votre premier roman, on en parlait justement il y a un instant, Walandé, l'art de partager un mari. Vous êtes également lauréate du prix de la presse panafricaine de littérature 2019 avec votre troisième roman, Mounial, Les larmes de la patience, paru en septembre 2017. 2 mois après, vous êtes lauréate du premier prix Orange du livre en Afrique. C'est bien ça. Alors, vous retravaillez le texte de Mounial. Il paraît en septembre 2020 sous le nom Les Impatientes, ouvrage avec lequel vous obtiendrez le prix Goncourt des lycéens le 2 décembre 2020. Alors, comment se sent Djaïli Amadou Amal après autant de distinctions? Quel est votre ressenti? Eh bien, le prix de la presse panafricaine, comme le prix Orange du livre en Afrique, eh bien, je peux dire que c'est arrivé tellement vite que, voilà, le roman a fait simplement sa vie. Mais être dans la sélection du concours et être la seule africaine, c'est quand même quelque part... Ce n'est pas donné, hein? Voilà, un petit poids sur les épaules et puis les sélections s'enchaînaient puisque... Après la première sélection de 15 ouvrages, ensuite il y a eu la deuxième sélection où on était toujours là, la troisième, donc 4 ouvrages, on était toujours là, c'était la finale du concours. Voilà, c'était la première fois qu'une œuvre purement africaine, avec un auteur africain vivant sur le continent africain, était finaliste du concours. C'est une donc première. Ça, c'était une première. Une première pour l'Afrique. Alors que le prix existe depuis 118 ans. Oui. Et donc, c'est tout dire. Tous les Africains se sont sentis concernés. Nous avons eu beaucoup de vidéos de soutien, surtout au Cameroun. Évidemment aussi, c'est un encouragement pour les jeunes auteurs. Pour la première fois, ils se disent on n'a pas besoin en fait de s'exiler. On peut vivre chez nous.
travailler chez nous, éditer chez nos éditeurs locaux, imprimer même chez nos imprimeurs locaux, mais quand même être reconnu à l'international. Donc ça change notre manière de percevoir les choses. Ça change énormément parce que depuis toujours, les écrivains africains qui vivent sur le territoire africain sont un peu considérés comme des écrivains de seconde zone. Et donc là, ça changeait quand même le regard. Ça prouvait qu'à force de travail, on pouvait aussi en Afrique produire des bonnes œuvres, faire du bon travail et être reconnu. On a été déçus pour le prix Goncourt le 1er décembre, mais immédiatement, le lendemain, on a quand même eu le concours des lycéens, qui est un prix tout aussi beau, parce que quand même c'est le prix des jurés, 2000 lycéens qui ont lu les 15 ouvrages et qui nous ont précipités. C'est vraiment énorme. Et puis voilà, le roman continue son petit chemin en glanant aussi là 7 concours internationaux. Il faut dire que depuis décembre, les prix se sont enchaînés justement. Vous êtes également lauréate de la 3e édition du Choix Goncourt de l'Algérie 2021. Vous êtes également lauréate du Choix Goncourt de l'Orient, ensuite du Royaume-Uni, de la Serbie, de la Tunisie, de l'Algérie, de la République tchèque et de la Grèce. Alors, ça vous met quand même la pression pour la suite, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais pas de pression Pas de pression, ni pour continuer à écrire, à produire, ni pour les autres choix Goncourt qui viendront automatiquement. Vous êtes confiante pour la suite? Non, je veux dire que je gagne ou pas, que je sois lauréate encore d'un choix Goncourt international. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir terminer une œuvre, de faire en sorte que les gens puissent lire cette œuvre-là et que des gens puissent l'apprécier. Eh bien, pour moi, surtout pour un roman qui évoque quand même des sujets aussi graves que les violences faites aux femmes, eh bien, c'est de l'espoir pour l'avenir. Voilà, alors justement, vous êtes une militante fervente pour le droit des femmes. Vous avez d'ailleurs créé en 2012 l'association Femmes du Sahel qui lutte notamment pour la scolarisation des jeunes filles. Vous nous en dites plus, Eh bien oui, après la publication de mon premier roman, Walande, l'art de partager un mari, la question logique qui s'en est suivie, c'est et ensuite concrètement, qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai brisé les tabous, que j'ai dit ce que vivent les femmes et que j'ai mis sur la table ces questions? Eh bien, il fallait aussi qu'à mon niveau, je puisse apporter quelque chose. Après une invitation aux États-Unis pour un programme de leadership, eh bien, je suis rentrée et puis j'ai créé l'association Femmes du Sahel. Femmes du Sahel qui a 2 volets, un volet éducation et puis un autre volet développement. Dans le volet éducation, il s'agit tout simplement d'encourager les petites filles, de les inscrire à l'école, de prendre en charge leur scolarité. Nous avons entre 200, 300, 400 enfants chaque année parrainés par l'association. Ça dépend des moyens que nous pouvons avoir. Nous créons également des petites bibliothèques scolaires. Là, nous en avons 36 dans les écoles primaires. Et puis, nous créons également des bibliothèques communautaires. Et puis surtout, nous faisons beaucoup de sensibilisation dans les collèges, dans les lycées, pour les filles, sur l'importance de l'éducation, l'importance de continuer leurs études le plus longtemps possible, comment lutter contre les déperditions scolaires et surtout comment se prémunir des violences et notamment le mariage précoce et forcé. Et puis ensuite, sur le volet développement, nous encourageons tout simplement les femmes à avoir des activités génératrices de revenus, puisqu'il faut dire qu'en réalité, quand on ne gagne pas de l'argent, eh bien, on subit des violences économiques et qui dit dépendance économique dit soumission et on n'a pratiquement pas droit à la parole, tout simplement. Alors, avez-vous le sentiment que votre plaidoyer trouve écho près des gouvernements? Sans doute, je dirais ça, oui, je pense. Depuis les 10 ans que je travaille sur le terrain, je n'ai eu aucun problème de quelque ordre que ce soit. Au contraire, j'ai eu quand même les encouragements du gouvernement. Vous avez du soutien le soutien. Et puis, on voit quand même aussi qu'il y a quand même des avancées sur le terrain quelque part. Depuis mars, je suis également ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF et évidemment le plaidoyer portera beaucoup plus
plus loin et puis nous pensons qu'il y aurait... qu'il y aura un changement, justement. Alors, parlons de la jeune fille du Sahel. Pensez-vous que la situation ait évolué? Est-ce qu'il y a eu un changement côté mentalité? Eh bien, je pense que ça, c'est la marche inéluctable du monde. Qu'on le veuille ou pas, les choses changeront. On est aujourd'hui beaucoup plus ouvert sur le monde, la télévision, les réseaux sociaux et tout ça. Oui. Donc, les mentalités vont, qu'on le veuille ou pas, changer. Oui. Ceci dit, les pesanteurs socioculturels restent quand même très présents et avec d'autres facteurs qui aggravent la condition des femmes. Les derniers chiffres montrent quand même que 2 filles sur 5 sont mariées avant l'âge de 15 ans dans le Sahel et 4 filles sur 5 avant l'âge de 18 ans. C'est-à-dire quand même que la situation reste grave. Évidemment, qui dit mariage précoce et forcé dit quand même l'une des violences les plus pernicieuses qui soient, parce que les mariages précoces et forcés entraînent automatiquement toutes les autres formes de violence. Une fille se mariant jeune, ne termine pas ses études, n'apprend pas un métier et donc reste financièrement dépendante toute sa vie. Oui. Eh bien, et puis il y a d'autres facteurs comme les changements climatiques, comme les crises sécuritaires, mais également les crises sanitaires. On l'a vu l'année dernière avec le Covid-19 et la fermeture pendant 7 mois des établissements scolaires dans le Sahel. Eh bien, les mutilations sexuelles génitales ont augmenté, beaucoup de filles ne sont plus revenues à l'école, les mariages précoces ont augmenté, etc. Ceci dit, pour revenir à la dernière question concernant le soutien du gouvernement aussi et cette volonté de vouloir changer les choses, eh bien, le roman Les Impatientes, ou dans sa version camerounaise, Mounia, les larmes de la patience, est quand même pour l'année prochaine inscrit au programme scolaire pour les classes de terminale, toutes séries confondues. Oui, ça c'est une belle avancée. C'est une belle avancée et puis c'est la preuve aussi que ce sont des sujets sensibles qui retiennent l'attention et le fait que des jeunes de terminale puissent lire cette œuvre et puissent voilà, la comprendre et prendre conscience des problèmes, eh bien c'est très important, je pense. Oui, tout à fait. Alors d'après vous, quelles sont les mesures à prendre au niveau des États pour qu'il y ait un réel impact positif qui impulse le changement dans la vie de ces filles? On parle évidemment des jeunes filles. Eh bien peut-être déjà plus d'écoles, parce qu'on se rend compte que dans le milieu rural, par exemple, quand le village a déjà une école primaire, beaucoup plus d'enfants sont inscrits à l'école. Et ensuite, les filles, automatiquement, vont s'arrêter à ce niveau-là parce qu'il n'y a pas de collège après. Il n'y a pas de lycée et pas de CS. Et donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile, selon les pesanteurs socioculturels, d'envoyer les filles ailleurs pour étudier. Et puis, les lois existent, surtout chez nous au Cameroun. Les lois existent quand même pour protéger la fille. Mais c'est juste que l'État est quelque part un peu pernicieux. Parce que vous allez vous demander justement si ces lois-là sont respectées. Les lois ne sont pas respectées justement. Donc le fait que les lois existent, eh bien, il faut qu'on puisse punir sévèrement les personnes qui se rendraient coupables et qu'on puisse appliquer ces lois-là sur le terrain, c'est tout. Alors vous avez évoqué à plusieurs reprises les pesanteurs sociaux culturels. Alors, vous ne pensez pas que le poids des cultures agit d'office contre ces filles-là, non? Eh bien, là encore, ça dépend. Je viens de le dire, il y a le poids des traditions, bien entendu, ça c'est... on ne peut pas le nier, puisque quand on parle même de mariage précoce et forcé, environ 40% des causes de ces mariages-là sont liées aux pesanteurs socioculturels. Mais il y a les 60% restants qui sont plutôt d'ordre économique, liés au changement climatique, aux crises sécuritaires, aux crises sanitaires, etc. Donc, il faut un ensemble de choses pour pouvoir quand même faire évoluer la condition de ces femmes-là. D'accord. Alors, vous excellez dans ce que vous savez faire le mieux, donc l'écriture, bien sûr. Est-ce que c'est dû au fait que vous êtes aux côtés de quelqu'un qui vous comprend et qui a la même passion des lettres que vous? Eh bien, je dirais plutôt que c'est l'écriture qui nous a mis ensemble, puisque quand
quand on s'est rencontrés pour la première fois et qu'on a décidé de se marier, ce fut le coup de foudre. Eh bien, c'est parce que j'avais lu son premier roman, son deuxième venait de sortir, et qu'il avait lu mon premier roman qui venait de sortir également. Donc, je peux dire que c'est la littérature qui nous a mariés, oui. On peut dire ça comme ça. C'est la littérature qui a joué en quelque sorte... qui vous a rapprochés, qui vous a unis aujourd'hui, vous êtes mariés. Et voilà. Oui. Donc, le fait que nous partageons ça, que nous avons cette passion commune, évidemment, ça facilite beaucoup les choses. Il faut un conjoint qui comprenne, qui soit dans le milieu, parce que c'est très, très difficile à gérer. Oui. Les voyages, les enfants, la famille, etc. Toutes ces contraintes-là, si c'est une personne qui n'est pas dans ce milieu-là, ce serait vraiment beaucoup plus compliqué. Oui. Et je pense que la force de notre union, finalement, réside là. Oui, il vous comprend. Il vous soutient, il vous accompagne. Non seulement il me comprend, il me soutient, il m'encourage beaucoup, mais il est à mes côtés à tout moment. Il est là pour me soutenir, il est là pour me conseiller, il est là pour s'occuper de certaines choses quand je ne suis pas justement disponible, etc. Donc on se complète et c'est vice-versa parce que autant je suis prise par la littérature, autant lui aussi. Donc, vous formez une belle paire. Merci. Vous comprenez bien. Alors, cette passion que vous avez des lettres, Djaïli Amadou Amal, vous la transmettez aux plus jeunes? Oui, j'essaye déjà. Rien que le fait de créer des bibliothèques, eh bien, ça fait partie de la transmission. Oui. Et puis, aujourd'hui, rien n'est plus encourageant, justement, que de rencontrer une jeune fille qui me dit tout simplement, j'ai envie d'être comme vous. Vous savez, les filles, surtout dans notre milieu, ont besoin d'avoir un modèle positif. Oui. Nous étions avec l'UNICEF dans une école primaire vers Kolofata. Malawashi. Oui. Et nous avons rencontré des filles de cet établissement après 2 heures de sensibilisation. Et bien, dernièrement, le directeur de l'école nous a appelés pour nous dire que toutes les filles dans cet établissement avaient réussi l'entrée en 6e et le certificat d'études et que toutes ne font que parler de la rencontre et qu'elles ont développé des ambitions et qu'elles disent qu'elles vont continuer leurs études. Vous voyez, elles ont besoin de modèles, elles ont besoin de se dire qu'elles peuvent y arriver et qu'elles ont le droit de rêver. Oui, vous vous considérez comme la voix des sans-voix. Est-ce que vous vous considérez comme telle? Par le biais de la littérature, je dirais oui. C'est la voie que j'ai choisie, briser les tabous, dire les mots que peuvent vivre les femmes par mes propres mots. Oui. Et je pense que c'est très important. Depuis toujours, les femmes, quelque part aussi par encore les traditions et tout ça, ne se permettent pas de dire ce qu'elles ressentent, cachent leurs sentiments au plus profond d'elles-mêmes. Nous avons quand même créé, je peux dire ça quelque part, un MeToo camerounais, ou plutôt du Sahel camerounais, puisque la parole s'est libérée. Aujourd'hui, on le voit aussi sur les réseaux sociaux. Hein, quand on commence à évoquer des thèmes qui sont dont je parle dans mes différentes œuvres. Dans vos romans, oui. Nous pouvons avoir des personnes qui vont dire non, c'est exagéré, est-ce que ça se passe encore comme ça ou autre, et puis des femmes qui se lèvent et qui disent si, c'est exactement ça, je l'ai vécu, ma soeur l'a vécu, ma copine l'a vécu, etc. Donc il y a quand même ce MeToo-là que nous avons réussi quand même à instaurer. Ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Alors, si on vous donnait l'opportunité de modifier quelque chose dans les sociétés africaines, ce serait quoi, d'après vous? Qu'est-ce qui constitue un obstacle à l'épanouissement de la femme africaine? Eh bien, tout d'abord, je dirais qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Ce n'était pas si rose que ça en Chine, en Europe ou autre. Ils ont fait leur évolution tout simplement. Avec la colonisation, notre évolution quelque part s'est interrompue parce qu'on a été obligé de copier
Donc là, on a quand même nos traditions et autres, mais aussi on a toutes ces religions monothéistes qui sont ajoutées, qu'on ne comprend pas si bien que ça. On reste aussi attaché à nos cultures. Et puis, il y a tout un ensemble de choses. Eh bien, si je dois modifier, eh bien, c'est tout simplement faire en sorte qu'il y ait plus d'écoles, qu'il y ait moins de guerres, qu'il y ait moins de conflits, que le changement climatique revienne à la normale, etc. Et puis je pense qu'on fera notre évolution normalement. Mais n'empêche, qu'on le veuille ou pas, d'une manière ou d'une autre, les choses vont changer. Il suffit de travailler tout simplement et puis de faire pour le mieux, c'est tout. Alors Djali Amadou Amal, vous êtes maman de 5 enfants. Alors si un de vos enfants décidait d'emprunter la même voie que vous, vous allez l'encourager, l'accompagner, le soutenir? Bien sûr, je ne pourrais que l'encourager, évidemment. D'ailleurs, je l'espère. Hein. Oui. Je l'espère. C'est votre souhait? Je les encourage à lire. Ma petite fille de 7 ans, la dernière, eh bien, c'est celle qui aime le plus écrire. C'est bizarre. À 7 ans? À 7 ans, quand je voyage, ce qu'elle me demande de lui rapporter, c'est surtout des carnets. D'accord. Des carnets de princesse et tout ça. Oui. À l'intérieur, eh bien, elle écrit avec ses propres mots. Et ça, c'est bien sûr. Elle a commencé l'écriture, déjà. Elle suit les traces, hein, les pas de maman, en fait. Je pense qu'en réalité, les enfants imitent tout simplement. Les enfants nous imitent. Beaucoup de parents se plaignent que les enfants ne lisent pas, que les jeunes n'aiment plus la lecture. Mais comment voulez-vous qu'un jeune aime la lecture quand à la maison, vous-même, vous ne lisez pas? Vous n'avez aucun livre. Même le simple journal, l'enfant ne va jamais pouvoir lire. Il n'y a rien à la maison. Et puis vous êtes là toujours sur les réseaux sociaux, toujours sur le téléphone. Et bien l'enfant, tout ce qu'il apprend pour vous imiter, eh bien il va chercher à avoir votre téléphone et essayer de clapoter aussi dessus. C'est normal, il vous imite. Et c'est pas là que l'enfant évolue. Et si l'enfant voit ses parents lire, avoir des livres à la maison, etc., eh bien, automatiquement, lui aussi, il va se mettre à lire. Eh bien, pour ma fille, la petite dernière, enfin, même je vais dire même mon fils, eh bien, le fait qu'il voit qu'on lit et qu'on leur achète forcément, peu importe le cadeau qu'ils veulent, il faut qu'il y ait un livre aussi à côté. Ils prennent, comme on dit au Cameroun, le goût de la lecture. Ils développent ça et puis nous, on est là derrière pour encourager, pour lui montrer qu'on est content quand il lit à côté, on lui lit des histoires, etc. On fait des jeux et automatiquement, l'enfant évolue dans ce sens-là. Mais si on reste là toujours sur le téléphone, évidemment, l'enfant ne rêvera que de tablettes et de téléphone. Effectivement. Voilà. Vous êtes passionné par la lecture, par l'écriture également, mais est-ce qu'il y a autre chose qui vous passionne? Des choses qui me passionnent. Oui, en dehors de la lecture, en dehors de l'écriture. Mais beaucoup de choses. Oui, justement, on veut savoir. Le make-up, le shopping, la cuisine. Comme toutes les femmes, tout simplement. Comme toutes les femmes. J'aime discuter avec mes amis, j'aime faire la cuisine. Non, je suis plutôt casanière. D'accord, vous êtes casanière. Je suis plutôt casanière. J'aime plutôt... je pense que mon lieu préféré, en réalité, c'est chez moi. D'accord. Alors, si vous n'étiez pas écrivaine, qu'est-ce que vous auriez fait? Docteur? Artiste, en fait, musicienne? Tout ce que je sais... Non. J'aurais fait journaliste. D'accord. Et ce que je n'aurais certainement pas fait, c'est femme au foyer. D'accord. Donc, vous êtes passionnée par le journalisme? Oui, très tôt. Merci beaucoup, Djali Amadou Amal. On a pris du plaisir à vous écouter. Voilà, entretien très édifiant. Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ce fut un plaisir pour moi. Voilà, c'était un plaisir pour nous également. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité, bien sûr. D'ici là, portez-vous bien et restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.